Hey, look, you're my guacamole. Spicy on my tongue, I'm feeling holy. Yeah. Eh bien, bienvenue dans cet épisode de Guacamole Business où aujourd'hui on a la chance de recevoir Jonathan Bolou et Liron Nataf, donc respectivement avocat et conseiller en gestion de patrimoine indépendant, toujours accompagné forcément de Damares. Et puis moi je me représente à nouveau, mais Maya donc, de chez Anomia. On va commencer par une petite présentation de vous deux, parce que notre audience ne vous connaît pas. Donc Jonathan, je vais faire une petite fiche sur toi et puis tu rebondiras sur ce que tu veux. Donc tu es conseiller en stratégie patrimoniale, je dis gestion de patrimoine, c'est très bien. Stratégie patrimoniale. Tu as commencé ton parcours à la Caisse d'épargne donc pendant 7 mois en tant que conseiller commercial et ensuite tu es parti au groupe Crédit du Nord, donc pour la Banque Courtois, où d'ailleurs on s'est connus en tant que collègues à l'époque, dans laquelle tu es resté pendant 2 ans et 6 mois, groupe Crédit du Nord qui appartient à la Société Générale maintenant. Et ensuite tu es parti chez Net Investissement en tant que chef de projet patrimonial. Peut-être que tu pourras nous parler un petit peu aussi de ces expériences-là. Net Investissement qui a été racheté par Primonial il y a quelques temps. Tu es resté 1 an et 10 mois là-bas et ensuite tu t'es lancé en tant que conseiller patrimonial avec la société 7 Actifs et maintenant tu es donc à ton compte pour la société JB Conseil Patrimoine depuis 1 an et 5 mois. C'est exactement ça. Et tu es aussi sportif professionnel de handball. Exactement. Alors, professionnel, j'ai côtoyé le haut niveau, ça m'aide bien aussi dans mon activité. Et puis aujourd'hui, l'idée c'est aussi d'essayer d'embarquer un petit peu les personnes qui veulent avancer avec moi et puis proposer mes services, parce que j'ai la chance de pouvoir côtoyer des personnes qui évoluent à l'élite de nos sports, donc avec les problématiques que ça peut amener, donc leur offrir aussi les prestations que je peux leur apporter. Voilà. Donc c'est très intéressant puisque toi, tu as un parcours qui t'amène naturellement à une cible qui est extrêmement qualifiée, là où tu as déjà des contacts et que tu peux développer quelque chose de très qualitatif. Ouais, exactement. C'est surtout, en plus, c'est une cible, c'est une clientèle assez particulière, hein, parce que les sportifs, on ne fait pas ça jusqu'à 62 ans pour faire référence à l'âge de départ à la retraite, mais c'est une période d'activité qui est relativement courte. Sur cette période d'activité relativement courte, on va gagner beaucoup d'argent. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de sujets qu'il va falloir anticiper, qu'il va falloir préparer. Et donc il y a pas mal de questions patrimoniales à se poser et pour essayer justement d'organiser les choses du mieux possible pour que les sportifs, au moment de sa reconversion, se retrouvent dans les meilleures conditions et puis puissent jouir un petit peu du patrimoine qu'il aurait pu construire tout au long de sa carrière professionnelle. Donc, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de questionnements et puis ça amène aussi beaucoup de technicité dans les problématiques à traiter. Très intéressant, j'avais jamais pensé qu'il existait, bien sûr, ça existe il y a longtemps, quelqu'un qui est spécialisé sur la gestion du patrimoine des athlètes. C'est une cible intéressante, surtout quand on a un passif comme le tien assez prépondérant dans le sport, dans le handball en plus précisément. C'est très enrichissant, ça c'est sûr. Ouais, ça m'étonne pas. Et du coup, Liron, toi, donc, tu es conseiller, tu es avocat chez Fidal. Conseil aussi. C'est vrai, conseil, accompagnement. Je pensais conseiller, je suis restée sur Jonathan. Tu es avocat donc, chez Fidal avec une spécialité digitale, tech, data et droit de la propriété intellectuelle. Ça fait à peu près 2 ans que tu es chez eux parce que tu as terminé, tu as prêté serment il y a 1 an et 5 mois à peu près. Et auparavant, tu étais juriste toujours sur le digital tech et data chez eux. En termes de formation, tu as fait l'EM Lyon avec le programme Grande École et tu as aussi fait la Sorbonne. Et tu es également vice-président fondateur de l'apprenti juriste. Oui, j'étais à l'époque, c'est une association que j'ai créée avec des amis à la fac et on est très fiers aujourd'hui de ce qu'elle est devenue. Donc j'aime toujours en parler et j'ai toujours plaisir à en parler. C'est quoi objectif Top Chef? Parce qu'objectif juriste. Non, c'est l'apprenti juriste. Apprenti juriste. Du coup, ça consiste en quoi? C'est une association un peu classique étudiante, mais dans une fac de droit qui était un peu mal à ce niveau-là, où on n'avait pas beaucoup d'événements, on enviait un peu les grandes universités parisiennes, Sorbonne, Assas, etc. Et on voulait redynamiser tout ça en organisant des conférences, des soirées, en ayant des débats, etc. Et aujourd'hui, c'est une association qui se porte très bien, donc on en est très fiers.
Ok. Et pourquoi tu t'es spécialisée dans le digital, la tech et data, propriété intellectuelle? Ce qui m'a vraiment plu dans cette spécialité, c'était le côté être acteur des changements de notre société. Aujourd'hui, on le voit encore plus en 2023-2024 avec l'IA, où ça bouleverse complètement nos modes de fonctionnement, nos modes de travail, nos quotidiens, et participer à une humble échelle à faire en sorte que ça se fasse dans des conditions qui respectent les droits et libertés des individus. C'est ce qui m'a motivé dans cette spécialité, qui en plus est en constante mutation. Et donc c'est tout le temps, il y a des nouveaux textes, tout le temps des nouveautés, et c'est super enrichissant au quotidien d'apprendre tous les jours des nouvelles réglementations et de voir comment on peut les mettre en place pour accompagner nos clients. Et tout ça, c'est très récent, donc c'est très stimulant en tant qu'avocat d'être dans le fil du temps et participer de tout ça. Oui, c'est vrai. La spécialité en elle-même, tout le monde a l'impression que c'est très récent, mais le droit du numérique, le droit du digital, ça fait 50 ans presque que ça existe. Ah ouais, et la première loi qui a régulé le numérique, c'était en 78, donc déjà à l'époque, on voulait réguler le numérique, alors que c'était au tout début, mais dans l'esprit des gens, pour le commun des mortels, on va dire, c'est assez récent, et tant mieux, ça veut dire qu'il y a une certaine acculturation à ces problématiques-là, alors qu'avant c'était un peu la jungle du numérique et du web. Et tu as déjà des cas, des problématiques, des choses qui sont arrivées chez toi concernant l'intelligence artificielle? Sur l'intelligence artificielle, on est un peu au balbutiement encore d'un point de vue juridique, j'entends. C'est un peu comme sur la blockchain et les cryptoactifs. C'est un monde qui bouge très vite, et pour l'instant, la plupart des acteurs, ils sont concentrés, on va dire, sur la partie business, plus que sur la partie légale. Mais avec les récents règlements et ceux qui vont arriver, in fine, tous les acteurs vont être concernés par des problématiques juridiques, sur l'IA notamment. Et vous avez tous les deux parlé d'une époque ça fait quelques petites années, pas très longtemps, mais où vous travaillez beaucoup votre networking, toi dans le sport, toi dans l'association. Donc je vais passer un peu, je vais avancer un petit peu la trame au moment des conseils. Parce que si on pense, si vous pensez à votre époque d'il y a 5-10 ans, et que vous devriez donner des conseils à vous-même de l'époque, sur le networking par exemple, quel serait le conseil que vous redonnez à vous-même? Vas-y, Ok, très bien. Moi, si je devais me donner un conseil à l'époque sur la thématique du networking, je dirais prends le temps de bien préparer ton développement. C'est extrêmement important. J'ai tendance à dire, que moi en tout cas dans la vie, qu'on n'est jamais, enfin, on est très riche des personnes qui nous entourent. Et donc quand il faut, en fait, clairement, c'est se préparer pour pouvoir se vendre et pour que les gens comprennent clairement ce que tu fais, ce que tu peux leur apporter. Même si tu le sais au fond de toi, c'est très important de pouvoir te préparer, c'est-à-dire de bien cibler les personnes au bon moment. Et ça peut paraître un petit peu très évasif ce que je dis, mais moi en tout cas je me comprends, j'espère que pour ceux qui nous écouteront me comprendront aussi. Mais voilà, c'est fondamental de pouvoir se préparer correctement, préparer vis-à-vis de son entourage pour pouvoir bien préparer sa trame, être percutant dans les messages, etc. C'est extrêmement important. Et c'est un exercice que tu trouves dur, toi, de networking d'une façon générale? Alors, non. Dans le sens où le networking, j'ai l'impression d'en faire tout le temps, parce que j'ai plein de personnes de groupes différents. Voilà, donc ça, c'est pas très compliqué. Mais par contre, la préparation, c'est pas que je trouve ça dur, c'est que c'est pas trop dans mon tempérament. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va tendance à fonctionner à l'instinct. Et ça peut apporter de belles choses, mais disons qu'on peut pas tout avoir à l'instinct. Voilà. Moi, mon conseil rejoint complètement le tien. Ok. C'est sur le fait de bien s'entourer, de bien se préparer. C'est poser des questions à toutes les personnes qui font ce qu'on aimerait faire plus tard, à plus ou moins moyen terme, ou court terme, ou très long terme, d'essayer de rencontrer des gens qui nous inspirent et d'aller ne pas hésiter à leur parler, à leur poser des questions. Moi récemment, j'ai le petit frère d'une amie qui me demande mes contacts tous les jours de potes à moi qui font tel métier. Il va parler à tout le monde
il vient d'entrer à l'ESCP, il a déjà interviewé 15-20 personnes pour comprendre ce qu'ils faisaient, comprendre leur métier. Et quand on a un objectif, quand on a des objectifs de carrière, c'est très important de pouvoir se projeter et concrètement comment ça se passe, quels sont les parcours des gens qui ont réalisé ce qu'on a envie de réaliser. Et il ne faut pas hésiter parce qu'en plus, l'être humain est une espèce qui adore parler de soi. On adore tous parler de soi. Et donc on est toujours friand, encore plus quand on est entrepreneur. Et on est toujours très friand de raconter notre parcours, de raconter ce qu'on a vécu. Et donc ne pas hésiter, même des personnes qui peuvent paraître inaccessibles. Il a quel âge? Il a 21 ans, il a déjà un très gros réseau, il parle à tout le monde. Depuis qu'il a 16 ans, il entreprend. Moi, il m'impressionne, lui, personnellement. Mais c'est un exemple, je trouve, voilà, c'est pour les générations qui arrivent, d'entrepreneurs qui arrivent de bien construire son réseau en ne pas hésitant à aller parler à un maximum de personnes qui nous inspirent, qui nous intéressent. C'est extrêmement intéressant parce que ça fait écho à quelque chose que j'ai vécu récemment. Je trouve ça très important aussi de pouvoir à un moment donné pouvoir transmettre en fait. Le partage d'expérience, il est extrêmement important et c'est ce que fait donc le petit jeune que tu as mentionné là. Et il faut vraiment pas hésiter à le faire. Et puis d'autant plus pour des personnes comme nous. J'ai parlé de quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai été sollicité justement par quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi qui m'a demandé justement des informations sur le métier, etc. Et, je pense que c'est vachement intéressant et enrichissant pour lui, mais pour moi, j'ai trouvé ça extrêmement valorisant. Et c'est vrai que je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais j'aurais bien aimé qu'il puisse y avoir quelqu'un qui me redescende un petit peu son parcours et qui me donne un petit peu les tips. Ouais, clairement. Voilà, bon, voilà, c'est juste pour. C'est ça, il faut être proactif pour le faire, c'est ça. Souvent, on rencontre des bonnes personnes, c'est ça exactement. C'est aller des salons professionnels dans les thématiques qu'on aime, dans les métiers qu'on aimerait exercer. C'est vraiment être tout le temps proactif et comme tu l'as dit, on réseaute tout le temps le networking, c'est tout le temps. Et c'est il n'y a pas d'âge pour faire du networking, quoi. Dès qu'on a envie d'entreprendre, dès qu'on sait ce qu'on a envie de faire à peu près, faut se lancer et ne pas avoir peur, parce que les gens adorent échanger et adorent faire des retours d'expérience. Et surtout, que tous les deux, initialement, dans l'esprit commun des mortels, on va dire, l'avocat n'est pas forcément entrepreneur, et toi, tu ne te prédestinais pas non plus à être entrepreneur. Je pense que c'est tous les deux dans vos tempéraments, mais moi, avant de travailler avec des avocats, je jumelais pas ça à un métier d'entrepreneur. Et toi, initialement, quand tu étais, que ce soit chez Net Investissement, tout ça, peut-être que c'était dans ton caractère, mais vous avez dû apprendre un petit peu sur le tas. C'est ça que alors, je veux dire aussi, quoi. tu veux répondre peut-être? On apprend encore, j'apprends encore sur le tas, comme tu dis. C'est vrai que le métier d'avocat, avant de l'exercer, on ne sait pas que c'est un métier d'entrepreneur. On ne s'en doute pas, personne ne nous le dit. Et je trouve que c'est un grand défaut de notre formation juridique, c'est qu'on ne nous dit pas qu'on va être des entrepreneurs. On a l'impression qu'on va juste devoir traiter des dossiers et c'est tout. Et comme s'ils allaient arriver par magie. Pour rebondir là sur ce point, est-ce qu'il y a un mauvais conseil que quelqu'un vous a donné quand vous étiez plus jeune, qui aujourd'hui vous regardez et vous dites c'était n'importe quoi? Alors, moi je vais répondre, mais c'est pas particulièrement lié à mon activité, c'est un mauvais conseil de manière générale. C'est vraiment le fait de forcément vouloir s'empêtrer dans un cursus scolaire très classique et vraiment juste la philosophie de se dire qu'il faut faire les études les plus longues possibles. Très français. Voilà. Et ça, en fait, du coup, je vais un peu anticiper sur la question de peut-être la thématique d'après. S'il y a un conseil général que j'aurais à donner à qui que ce soit d'ailleurs, de manière sur la vie, c'est plus va t'explorer, quoi. Il faut vraiment que tu t'explores. Ça peut être via l'école, ça peut être au travers de tes expériences, mais voyage, mais c'est extrêmement important de vraiment se connaître. Voilà. Ça paraît bateau de le dire comme ça, mais c'est d'autant plus vrai avec le temps, en fait, mais pour tout, en fait, que ce soit relation amoureuse ou autre chose, mais c'est très important de pouvoir se connaître. Et c'est quelque chose que j'aurais bien voulu sur lequel on insiste un peu plus. Voilà. Parce que peut-être que tout le monde n'est pas fait pour l'école, etc. de manière. Voilà. Et donc ça c'est vraiment le conseil, et du coup le mauvais conseil, c'est le fait d'insister absolument sur un parcours scolaire très classique, etc. Sans trop savoir ce qu'on a réellement envie de faire.
Et toi, tu dirais quoi? C'est un conseil très spécifique qui concerne vraiment que les juristes. Parfait. C'est à la fac, on nous dit souvent qu'il faut vraiment et c'est un peu l'opposé d'ailleurs de ce qu'on conseille pour les entrepreneurs dans d'autres secteurs, on nous conseille souvent de se vraiment spécialiser, voire de se surspécialiser et de travailler dans une niche. C'est important dans l'exercice de la profession en tant qu'entrepreneur, je pense, de s'adresser peut-être à une niche pour avoir une cible claire et définie. Mais en tant que juriste, on ne peut pas s'enfermer dans une certaine niche parce que les métiers bougent et le droit va bouger avec. Et si on est trop enfermé, on n'a pas le recul suffisant sur les autres spécialités, sur les autres enjeux que peuvent avoir nos clients. Et finalement, on ne peut pas les conseiller au mieux et on est enfermé dans notre niche et finalement, on ne peut pas apporter une prestation complète. Par exemple, moi, si je fais que des données personnelles, dans un contrat, je pourrais rédiger qu'une seule clause. Ouais. Si je n'ai pas une ouverture sur des autres sujets et que je ne sais pas rédiger un contrat informatique ou un autre contrat, des CGV, etc. en entier, mon client, personne ne va me consulter juste pour rédiger une clause. C'est caricatural volontairement, mais c'est l'idée toujours chez les juristes qu'il faut rester ouvert, même si après, moi, dans ma cible, je peux me dire que je vais cibler que certaines entreprises de tel secteur, etc. Mais dans l'approche disciplinaire, on va dire, du métier du droit, c'est important de rester ouvert et de garder une curiosité pour les autres spécialités et comprendre ce qui se fait dans les autres domaines du droit pour ne pas être largué et apporter un conseil pertinent à son client. Et tu penses que choisir une niche t'empêche forcément de t'ouvrir Non, justement, ça n'empêche pas de s'ouvrir. Dans l'exercice, il faut se spécialiser, mais il faut garder dans sa formation, dans sa veille juridique, dans ses connaissances, dans ses relations, etc., une certaine ouverture pour pouvoir, une curiosité et se former vraiment sur d'autres enjeux pour pouvoir prodiguer des conseils qui soient vraiment adaptés et complets. Ouais, je pense que c'est important la notion de curiosité qu'on avait évoquée aussi toi tous les deux. Toi, je sais que tu es quelqu'un de très curieux, même sur le plan financier, tout ce qui est crypto, blockchain, etc. Je sais que tu as une appétence à ça, même si au quotidien, c'est pas forcément quelque chose que tu proposes constamment à tes clients. Et je veux rejoindre ce qu'il dit, c'est parce que je retrouve aussi la même chose, si tu veux, dans mon activité. En fait, l'intitulé du métier de conseiller en gestion de patrimoine ne veut rien dire, mais il n'y a pas de poids juridique là-dessus. En fait, le patrimoine de manière très large, ça va être les actifs et le passif. Et puis toi, tu vas pouvoir choisir des spécialités. Tu as le courtage en assurance, le courtage en financement, tu vas avoir le conseil en instruments financiers, et puis tu vas avoir l'immobilier. Après, tu peux rajouter des compétences annexes, style la compétence juridique associée. Et en fonction de ce que toi, tu as envie de traiter, tu peux demander à être immatriculé sur juste cette spécialité. En fait, ça revient... Moi, j'ai les 4, du coup. Okay. Donc, ça me permet, si tu veux, en face d'un client, de répondre à une problématique globale. L'immobilier, de pouvoir, entre guillemets, vendre ma prestation et du conseil sur toutes les thématiques par rapport aux habilitations sur lesquelles je suis immatriculé. Et il y en a qui font qui sont juste courtiers en assurance, tu vois, par exemple. Toi, tu as choisi justement d'avoir le plus large possible, de cibler un secteur, par exemple, en particulier. Après, il faut aussi répondre en termes de compétences, mais ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est extrêmement important, tu vois, donc de pouvoir rester à minima, pouvoir traiter un maximum de sujets, à mon sens, ça me paraît important, en tout cas, dans une activité de conseil. Maîtriser un petit peu pour avoir le conseil un peu plus généraliste. Oui, c'est comme nous, on travaille avec exclusivement des avocats. On n'est pas spécialiste d'une spécialité précise, mais par contre, on connaît tout l'environnement qui va être attaché, que ce soit par exemple au droit de la propriété intellectuelle, de la data, M&A, etc. Enfin, il faut qu'on ait une vision assez périphérique. Et pour changer un petit peu l'ambiance, avez-vous des anecdotes? Une anecdote marrante, ouais. Une anecdote racontée, scandaleuse. Ou pas drôle. Hein, de votre travail. Attends, je te laisse commencer. À toi l'honneur. Alors, je sais pas si c'est drôle, moi c'était pas très drôle pour moi, mais bon, c'est pas bien grave. Je pense que c'est déjà arrivé à beaucoup de gens. Un rendez-vous manqué, mais pas trop de mon fait par rapport à un train, retard, etc. Et donc, tu te retrouves à devoir annuler le rendez-vous, et en fait, c'est vraiment un détail. Hein. C'est juste que en fait, j'étais un peu stressé, un peu énervé, et je me suis renversé tout mon truc de café sur moi, en fait. Donc,
ça allait bien que je fasse pas le rendez-vous. Bon voilà, ça peut arriver. Donc un rendez-vous raté, suite à un train qui est en retard. Et bon, je me rappelle de ça parce que c'était très chaud, c'était un peu chiant. C'est tout. Voilà. Pour rester très très négatif. Après, ça m'est arrivé à d'autres moments. Je peux me permettre une deuxième anecdote, mais avec le Covid, on fait de plus en plus de rendez-vous en visio. Je pense que c'est aussi ton cas. Presque que ça. Et puis voilà, il y a toujours des anecdotes assez cocasses. Si on ne fait pas trop attention à ce qu'il y a derrière, à ce qui peut passer, etc. Bon voilà, il peut y avoir des choses assez drôles. Bon, je ne vais pas parler de ce qui s'est passé derrière. Non, mais c'est souvent, ça peut être, je sais pas, mon chat qui est en train de faire n'importe quoi derrière, alors que je suis en visio, que ça fait déjà 1h30 que je suis positionné sur le rendez-vous, donc je suis obligé de m'excuser, je vois qu'il fait des... Ça, c'est les joies des rendez-vous de la visio, quoi. Il y a aussi le cas classique de les grosses réunions très importantes avec 25 personnes sur le Teams, et une des personnes qui a parfois un poste très important, qui a un filtre complètement improbable derrière, ça c'est drôle, ça. Avec un fond complètement décalé. Et il n'y a personne qui ose lui dire. Personne ne dit rien. Pendant que tous les autres sont en train de m'envoyer des messages, t'as vu son truc, etc. C'est ça, exactement. Ça arrive très souvent. On a oublié de couper. J'étais en école de commerce pendant le Covid, on faisait pas mal de cours en Teams. Une fois, on avait un étudiant qui avait pris le cours depuis son bain, mais en laissant la caméra ouverte. Et le prof, je lui ai dit qu'est-ce que tu fais? Et je pense que c'était les toutes premières visio, et lui, il n'avait pas. Je sais pas, il était un petit peu décalé, mais il était vraiment avec une petite table comme ça dans sa baignoire, avec son haut de torse qui sortait des bulles. Excellent. C'était bien. Mais je pense qu'on pourrait parler des heures de ce genre d'anecdotes sur les rendez-vous en visio, c'est tellement incroyable. Et toi, Liron, t'as une anecdote Non, j'ai pas d'anecdote très drôle. J'ai une anecdote à raconter, mais qui est vraiment. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ouverture. C'était donc il y a un dîner de networking, j'avais rencontré un expert en cybersécurité et on échangeait sur les synergies entre les experts techniques et les experts juridiques. Et lui, il conseillait à sa fille qui allait rentrer à l'université d'avoir une double compétence, à la fois en cybersécurité et à la fois juridique, et les deux au même niveau. Ce qui paraît extrêmement exigeant, mais qui finalement dit beaucoup de choses sur le monde vers lequel on tend de ce point de vue-là, à savoir l'alliance entre les techniciens au sens informatique presque du terme, et les plus littéraires, juridiques. Et ça me faisait penser, ça faisait complètement écho à une conférence à laquelle j'avais assisté sur l'IA à l'EM Lyon, où on avait posé la question qu'est-ce qu'on peut faire pour être formé à l'IA, comment on fait pour parler correctement à une IA. Et le prof avait dit tout simplement lisez des livres. Et en fait, ça disait beaucoup de choses dans le sens où pour pouvoir maîtriser les outils de demain, au point de vue technique, il faut être capable d'allier un peu littérature, et c'est cette alliance en fait entre les techniciens et les littéraires, on va dire, c'est ça qui va forger un peu tout le futur écosystème de demain. Nous, d'un point de vue juridique, sans les techniciens, on ne peut même plus travailler presque sur certains textes qui sont trop techniques. Et les techniciens, s'ils n'ont pas de bac, s'ils ne se backent pas juridiquement derrière, ils peuvent se planter très facilement aussi. Ok, ouais, très intéressant. Ton prof, en fait, il n'avait aucune idée de ce qu'il faut pour comprendre vraiment ce qui est technique, ce qui est technologie, ce qui est IA, des livres. C'est comme s'il parlait... Non, mais justement, ça voulait dire qu'il faut faut savoir écrire, il faut savoir manier des concepts. C'est ça, de manière générale. Et c'est ça, aujourd'hui, il y a beaucoup avec l'IA, dans plein de groupes, surtout aux États-Unis, on recrute ce qui s'appelle aujourd'hui des prompt engineers. Ouais, l'art du prompt, c'est vraiment quelque chose, c'est incroyable. Et ils recrutent des philosophes, des journalistes et des juristes. Bien sûr. Ouais. Donc, alors que c'est un métier, a priori, qui est éminemment technique. Et en fait, c'est un peu comme si les experts allaient créer l'IA et les littéraires, j'aime pas dire les intellectuels parce que c'est pas les intellectuels et les autres, et les littéraires vont plus les utiliser. Il faut savoir bien les utiliser, et c'est le monde vers lequel on tend. Et donc c'est une anecdote que je voulais partager, parce que je trouvais ça hyper intéressant sur la direction que prend le monde de l'entreprise et le monde du travail. Ouais, il y a un plein de mutations. Et si vous réfléchissez un petit peu plus sur votre parcours, est-ce qu'il y a une erreur, un moment de votre parcours qui vous rappelez qu'aujourd'hui ça vous fait rire? Moi j'en ai une, ça va parler à tous les entrepreneurs et surtout à tous les avocats qui prêtent serment. Avant de commencer, on a l'impression que l'administratif, ça va être une montagne entre
la Caisse nationale du barreau, l'URSSAF, l'ordre, etc. On a l'impression, les impôts, on a l'impression qu'on va crouler sous les dettes de l'État, qu'on va devoir, qui va venir nous voler notre argent dès qu'on va l'encaisser, etc. Et on en fait toute une montagne. C'est pas complètement faux. Au début, on a l'impression que c'est une montagne, mais finalement, on s'y fait assez vite. Et moi, j'avais très peur de ça à tel point que j'ai pris un comptable dès le début, ce qui est inédit presque dans tous les jeunes avocats qui prêtent serment. Ils prennent pas, généralement, on ne prend pas de comptable. Et moi, j'ai eu tellement peur de ça, j'avais tellement peur que de devoir de l'argent et de rembourser avec d'avoir des pénalités de retard, etc. Que j'ai pris un comptable. Je ne regrette pas aujourd'hui parce que ça facilite la vie pour déclarer ses impôts, etc. Mais beaucoup le font pas. Mais voilà. Faut relativiser un peu quand même toutes ces démarches administratives et cette charge mentale que ça constitue. C'est vrai que c'est important, il faut le faire. Mais voilà, toutes les personnes qui n'ont pas encore prêté serment, qui ne sont pas encore en exercice, ça va bien se passer, tout le monde est passé par là. Et n'ayez pas peur, on s'en sort tous à un moment donné. Mais il faut bien faire les choses dans les temps, mais ça va. Et moi j'avais très peur avant de commencer. Et mais il y a de quoi, hein, j'étais terrorisé. Il y a de quoi. Non, c'est pas ça, mais c'est que ça rejoint un petit peu, ce que tu es en train de dire, dans le sens, tout à l'heure je parlais de préparation. Moi, je me suis vraiment lancé à l'instinct, mais vraiment à l'instinct pur, quoi. C'est-à-dire pour ne rien cacher. À l'époque, avant de lancer mon SIRET, je connaissais absolument rien sur les boîtes et les formes juridiques, etc. Donc j'ai appris vraiment tout seul, mais ça c'est parce que j'ai la passion du métier, donc très autodidacte, donc regardé plein de vidéos, lu beaucoup d'articles, donc je crois que j'ai fait tout ça en l'espace de 2 mois. Et mais vraiment, et tout seul. Donc là, aujourd'hui ça, il n'y a plus de sujet, mais en fait quand je me revois faire tout ce parcours-là, et je me dis mais non seulement j'ai pas préparé correctement, j'ai demandé de conseils à personne, et en plus de ça, je me suis lancé avec 0. Mais t'as quand même réussi aujourd'hui à être donc, je sais pas si je referais la même chose si j'avais la possibilité de recommencer. Mais par contre, je suis très content du coup du chemin parcouru, et finalement quand on est... Après, le conseil en gestion de patrimoine, les formes juridiques de société, c'est quand même un pan de tout ce que je vais pouvoir traiter. Donc c'était, clairement, voilà. Donc en fait, il fallait quoi qu'il arrive que je monte en compétence dessus, et ça, je l'ai vraiment fait tout seul. Après, je continue de peaufiner le niveau de connaissance, mais ça, en fait, de cumuler autant de choses qui auraient pu être handicapantes pour la suite, je me dis je suis un peu fou quand même. L'endurance du sportif de haut niveau, le challenge. Ça doit être ça, franchement, ça doit être ça. Je le dis assez souvent, donc voilà, je parlerai de ça, quoi. C'est vos petits conseils du coup aux futurs entrepreneurs, futurs avocats. C'est un conseil thématique administratif. Voilà, ça c'est hyper important. Accrochez-vous, c'est hyper important. Suivez vos rêves. Et du coup, si on doit maintenant basculer dans un autre moment de l'émission où il faut avoir des opinions tranchantes. Oula. On est tout oui sur... On va partir maintenant sur un petit débat. Et la thématique du débat, c'est les vacances illimitées. Je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais il y a actuellement plein d'entreprises qui disent ok, on ne va pas limiter ni la quantité de jours que vous pouvez prendre en vacances, et on ne va pas vous dire quand vous devez le prendre, vous le prenez quand et autant que vous voulez. C'est autonome, enfin, il n'y a pas de management là-dessus. Mais dans ce cas-là, soyez entrepreneur alors. Il a commencé déjà. Non, vas-y. Mais du coup, le concept est celui-là. Si on vous présente en tant qu'avocat, en tant qu'entrepreneur, qu'en pensez-vous? Alors moi, je vais prendre le pli de la vision du chef d'entreprise. C'est-à-dire que si demain je devais recruter des salariés, moi je suis plutôt... C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais je vais dire pourquoi. Parce que dans la vie, de manière générale, je suis vraiment pour le fait de responsabiliser les individus. Je trouve qu'on a... on a tous besoin d'une façon ou d'une autre d'avoir un peu de reconnaissance, mais surtout c'est très important que chacun soit responsabilisé dans ce qu'il fait, dans ses décisions,
et ça contribue aussi au bien-être ça ouais. contribue aussi au bien-être d'une personne qui est salariée dans une entreprise. Et donc c'est vraiment quelque chose. Bon, en tout cas, si demain j'ai les moyens de le faire, franchement pourquoi pas. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi correctement cadrer. Mais voilà, moi je suis plutôt pour dans la philosophie, chacun se responsabilise et faire preuve de bon sens, que ce soit le salarié qui en profite vis-à-vis de son employeur qui lui donne cette opportunité-là. Il faut prendre les risques là. Ouais, voilà, c'est ça. On est dans le débat, ouais. On assume le côté et on dit ok, t'es favorable si on prend tous les risques qui vont avec. Non, moi c'est quelque chose qui me... Ça choque forcément, parce que c'est quand même un concept assez nouveau, donc, mais je vois pas ça de candidature pour vous mais je vois pas ça d'un mauvais œil. Dans l'idée, entre guillemets, ce qui peut se cacher derrière, je vois vraiment pas ça d'un mauvais œil. Je pense que ça peut vraiment être bien reçu. Et puis voilà, comme je te dis, moi, de manière générale... Je suis pas complètement sûre. Moi, je suis complètement en désaccord. Il fallait bien. C'est mon côté un peu utopiste. C'est ça. Je pense que c'est très utopiste et je pense que si on se met à la place des futurs salariés, alors pour les avocats, c'est complètement différent parce que c'est un peu ce qu'on pourrait avoir quand on est en exercice libéral et qu'on travaille, qu'on a un contrat de collaboration, c'est ça. Mais on va se placer du côté des salariés purement et simplement. Et je pense que c'est une fausse bonne idée pour les salariés et que c'est un peu comme les jeux concours où on dit c'est gratuit mais en échange on donne nos données personnelles et derrière on se fait spammer notre boîte mail parce qu'on a joué à un jeu concours un peu obscur. C'est la mauvaise idée qui va attirer beaucoup de monde et ça peut se retourner contre les salariés dans le sens où c'est un peu la carte blanche aux mauvais managers et aux managers qui sont des obsédés du rendement, d'imposer un rythme où finalement le salarié il n'aura même pas ses 5 semaines de congés payés, il va en avoir 4, 3, 2, 1 voire 0. Il n'aura pas l'opportunité de prendre ses vacances. Il n'aura pas du tout l'occasion parce qu'il aura du travail et s'il n'en a pas, l'employeur se débrouillera pour lui en trouver. C'est un risque. Évidemment qu'il n'y a pas que des employeurs comme ça et fort heureusement, mais c'est une nouvelle opportunité pour ceux-là, pour ces employeurs-là, pour ces managers-là, d'abuser de leur pouvoir en donnant une charge de travail trop importante et empêcher finalement aux salariés de... travail limité. Exactement, c'est exactement ça. Je connais pas du tout de manager comme ça, moi, pas du tout. Il n'y a pas d'employeur, ça n'existe pas. Moi, je connais aucune entreprise qui a déjà appliqué ça. Je connais juste un cas que j'ai vu sur LinkedIn de quelqu'un qui a dit que ça a plutôt bien marché, que les employés ont utilisé la même quantité de vacances qu'ils utiliseraient déjà normalement. Donc 5 semaines. Ouais, ça n'a pas trop changé en fait. Oui, mais du coup, il n'y a pas d'intérêt. C'est peut-être un argument aussi. Et peut-être un argument contre, c'est de dire que s'il y a un contrôle, s'il y a une obligation, forcément tu vas le suivre. Mais en fait, quand c'est libre, c'est libre. Peut-être que tu vas prendre 5, peut-être tu vas prendre 8, peut-être tu vas prendre rien. Oui, mais justement, du coup, tu peux être un peu vu d'un mauvais œil comme un feignant si moi j'en prends 8 et que toi t'en prends 5. Exactement, il y a aussi cette culture-là dans... même si c'est libre, celui qui va être un peu plus gourmand que les autres pour X ou Y raison, mais pas forcément parce que c'est un feignant. Peut-être qu'effectivement, après, on pourrait lui demander une charge de travail plus dense sur moins de temps. Et du coup, il y a des risques aussi de burn-out ou de... Ah oui, c'est vrai que je tendais plus à oui, finalement. Alors, en fait, je trouve ça intéressant que tu dises que sur l'entreprise dans laquelle ça a été appliqué, que finalement, il n'y a pas grand-chose qui est changé. Donc, on peut voir ça, on peut avoir plusieurs lectures de ça. C'est peut-être que le travail, finalement, il est peut-être bien calibré pour finalement, par rapport aux 5 semaines de vacances qu'on a tous le droit, sur cette entreprise-là. Mais en même temps, je me dis, je trouve ça bien pour les personnes qui sont dans l'entreprise de se dire psychologiquement, si j'ai envie de prendre des congés, je peux les prendre. Donc, par exemple, ça peut permettre aussi, par moment, de mieux gérer aussi les imprévus, par exemple. Moi, je pense surtout à ce genre de choses. Oui, quand t'as des enfants. Et puis finalement, ça, c'est une autre lecture qu'on peut aussi avoir, c'est de se dire, si ça n'a pas changé, c'est que finalement, les gens sont quand même un minimum engagés vis-à-vis de leur employeur. Voilà, moi, je vais prendre ce pli-là. Il y a l'autoresponsabilité. Voilà, il y a un petit peu ça de la conscience professionnelle. Mais par contre, effectivement, plus il y a des individus, et puis c'est vrai que
je t'ai entendu réagir tout à l'heure par rapport à ce truc de tout le monde se regarde finalement. C'est ça, voilà. C'est ça, et des cultures d'entreprise où tu auras des excès de zèle un peu, où il y aura la compétition, où finalement celui qui va prendre le moins de vacances, c'est celui qui va être le plus valorisé dans l'équipe. Ça peut créer ce type de dérive-là. Ça peut affecter la culture de l'entreprise. Exactement, ça peut. Après, les entreprises qui ont des mauvaises cultures d'entreprise, qui est congé limité ou qui est 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines, ça ne changera rien. La mauvaise culture restera, mais ça en rajoute, on va dire, dans cet aspect-là. Et je vois très bien déjà, surtout dans certains milieux où il y aura 1 semaine, 2 semaines max par an. Et finalement, c'est presque, en tout cas, surtout en France, c'est vraiment l'abandon d'une grande partie du droit du travail et des acquis sociaux de mener depuis 100 ans en France. Donc, aux États-Unis, je comprends que ça puisse plaire un peu plus, mais en France, j'ai du mal à imaginer que ça puisse j'ai l'impression que les Français fonctionner. aiment des choses qui sont bien cadrées, qui sont réglementées, qui sont prévisibles et tout. J'ai l'impression que les Français, ils aiment des choses comme ça. Oui, le confort. Je pense qu'on a du mal déjà avec le changement déjà, parce qu'on a je trouve qu'on a quand même beaucoup de droits, on a beaucoup de devoirs, mais on a aussi beaucoup de droits, beaucoup d'acquis sociaux. Et c'est vrai que quand tu commences à toucher d'un peu trop près les choses auxquelles on a droit, ça a tendance à. Et puis on est quand même un peu râleur, on aime bien. Voilà, c'est quand même ça nous caractérise bien. Dès que tu voyages, voilà, c'est quelque chose qui nous caractérise assez bien. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut aisément dire quoi. Faut pas trop toucher aux choses pour lesquelles on s'est durement battu. Voilà. C'est sûr. Et en parlant un petit peu, pour continuer dans ces moments de réflexion, on va passer juste à une réflexion un peu plus personnelle. Ok. Donc, une des dernières étapes de notre émission, c'est savoir si vous deviez écrire un livre sur votre carrière, quel serait le titre? Votre jeune carrière, parce que vous êtes encore on est encore en train de l'écrire. C'est ça. Le premier tome. Moi, justement, ce premier tome, tu as le bien résumé, c'est la jeune carrière. Donc, pour l'instant, ce serait un peu jusqu'ici, tout va bien. Dans le sens, voilà, pour l'instant, tout se passe bien, mais il faut toujours être sur le qui-vive et être proactif et pas se reposer sur le peu d'acquis qu'on peut avoir dans sa jeune carrière, sur le confort qu'on peut avoir dans la collaboration libérale, où on peut être tenté d'être un peu, de traiter les dossiers qu'on reçoit simplement et de ne pas être proactif dans le développement de ce réseau. Finalement, un collaborateur, c'est un tiers de la vie d'un avocat. Finalement, les 2 tiers, s'il fait une carrière entière d'avocat, c'est en tant qu'associé de son propre cabinet ou d'une structure. Donc, il faut s'y préparer à un moment donné. Et le plus tôt, c'est le mieux. C'est pas toujours simple, mais ça doit rester dans un coin de la tête dès le début pour moi. Donc, jusqu'ici, tout va bien, mais il faut que je reste sur le qui-vive, on va dire. Je sais pas si je serais capable de donner autant de sens au titre de mon livre, mais en tout cas, mon titre, ce serait Le pouvoir de l'agilité. Ok. C'est sûr, c'est pas un plagiat. Tu vois. Mais des livres en fait. Il y en a des livres entrepreneuriales, dans l'agile. Et du coup, il a sa biographie. Alors, non, mais c'est surtout que, comme je disais juste avant, c'est j'ai fait énormément de choses à l'instinct et en fait moi je suis juste, en tout cas jusqu'à présent j'ai été beaucoup animé par la passion de mon activité et donc sans cesse ça m'a permis si tu veux de pouvoir m'adapter, de pouvoir encaisser correctement les mauvais choix ou les erreurs que j'ai pu faire. Alors, il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y a eu des moments qui ont été un peu chiants, si je peux me permettre. Et voilà, c'est extrêmement important de savoir rebondir, de savoir on sait quoi le coup d'après. Et en fait, je suis constamment dans ce truc-là. En tout cas, jusqu'à présent. Donc lui, jusqu'ici, tout va bien. Moi, je suis toujours dans le truc de me dire, il faut que je sois sans cesse agile, que je sois capable de bouger. Mais à un moment donné, je sais qu'il va falloir aussi que j'apprenne peut-être un peu mieux à planifier les choses, mais je suis toujours dans le spin tout le temps. Mais voilà, c'est une qualité qu'on recherche, qu'on me reconnaît aussi, que ce soit en entretien, etc. Que j'ai une énergie assez bonne, etc. Donc il y a pas, c'est pas quelque chose qu'il faut que j'efface, mais qu'il faut que j'apprenne peut-être à un peu mieux canaliser. Voilà. Peut-être chercher un associé qui soit le opposé. Il y a des sujets, mais on verra. Et pour terminer, du coup, est-ce qu'il y a un mot que vous aimeriez dire toi, à tes confrères avocats, entrepreneurs, et toi, Jonathan, à des gens qui aimeraient se lancer pareil en tant qu'indépendant, que ce soit dans la finance ou plus largement, en fait,
à leur compte, quoi. Enfin, voilà. Ça peut être aussi pareil pour toi, Léon, non pas nécessairement que pour tes confrères, mais un mot pour les avocats entrepreneurs ou pour les entrepreneurs. Alors pour les avocats entrepreneurs, je vais être assez modeste parce que j'ai regard de ma maigre expérience, je n'ai pas de conseils à donner à mes aînés, mais je pense surtout aux élèves avocats et aux étudiants qui pourraient être amenés à nous regarder. C'est toujours être curieux et ne pas hésiter. Je reviens sur le conseil que j'ai développé plus au début, mais vraiment ne pas hésiter à aller parler à un maximum d'avocats qui seront toujours un plaisir de vous répondre à toutes vos questions. Pour s'orienter sur les différentes disciplines, sur les différentes spécialités, sur le métier, sur l'entrepreneuriat, justement parce que c'est un métier d'entrepreneur et on ne nous le dit jamais tant qu'on n'a pas commencé et on prête serment et là on se rend compte en fait oui on est un entrepreneur, donc l'intégrer dès le début et être proactif toujours et communiquer avec tous ses confrères, avec tout le monde, c'est vraiment le conseil que je donnerais à tous les avocats et étudiants qui nous regardent. Être un yes man. Exactement, ouais, j'aime beaucoup l'idée d'être un yes man, surtout au tout début où tout est à faire. Donc accepter toutes les opportunités qui peuvent se présenter à nous. Certaines vont aboutir à des choses magnifiques, d'autres à rien du tout. Mais c'est pas grave, on n'a rien à perdre quand on est jeune et qu'on se lance. Il vaut mieux faire des choses que ne rien faire. C'est ça, exactement. Si on n'essaie pas, on est sûr de ne pas rater. Ouais, exactement. C'est sûr. Moi, je vais résumer en un seul mot, ça va rejoindre un peu ce qu'il disait. C'est foncer. Clairement. Alors c'est parce que c'est aussi propre à mon caractère, mais en fait une fois qu'on est dedans, le plus important c'est l'enseignement qu'on va pouvoir tirer à titre vraiment perso. Voilà, ça c'est extrêmement important. L'échec, on va en tirer un apprentissage, le succès encore plus. Mais ce qu'on va vraiment finir, enfin, je trouve que l'entrepreneuriat, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais tu te révèles aussi, tu te découvres en même temps. Et ça, moi, je trouve ça formidable. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Bon, c'est plutôt bien parti, en tout cas pour que ça puisse durer encore un petit moment. Mais disons que je le verrai jamais comme une... même si ça à un moment donné, par contrainte, je dois m'arrêter ou pour X ou Y raison, je tirerais comme expérience un truc vraiment formidable, quoi. Donc il faut vraiment pas hésiter à y aller et vraiment se dire que l'apprentissage c'est vraiment le plus important. C'est tellement enrichissant et il y a tellement de choses après à transmettre à d'autres personnes. Donc même si un entrepreneur a fait 1 an et demi et grosso modo ça n'a pas fonctionné, il y a toujours quelque chose à aller tirer qui va pouvoir enrichir peut-être quelqu'un d'autre. Donc foncez. Eh ben, super, merci beaucoup Merci à vous deux en tout cas. Si vous avez envie de revenir un jour, on sera ravis de vous réaccueillir à nouveau. Avec grand plaisir, pour tous nos auditeurs, si vous avez besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine, que vous soyez sportif ou non, ou des conseils juridiques d'un avocat, n'hésitez pas. De toute façon, cette vidéo, on va vous taguer dessus, que vous puissiez la republier. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Merci. D'être venus.